Pour reprendre un sujet qu'on avait abordé, qu'en est-il de plier son talit après la prière, pendant Shabbat? A priori, certains évitent de plier leur talit, le fameux châle de prière, après la prière, du fait que son propriétaire n'a plus l'intention de s'en revêtir au cours du Shabbat. C'est pour cette raison que certains ne le mettent pas, ne le plient pas. Ainsi, le fait de plier le talit représente une préparation pour les jours de la semaine. C'est ce que pense en tout cas le Mishnah Berura, au paragraphe 13, qui l'interdit, et telle est l'opinion du Ben Ishraï également dans Parashat Vayechi, paragraphe 13 aussi. Bon. Toutefois, on n'empêchera pas celui qui désire se montrer indulgent et qui souhaite plier son talit après la prière. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Car de nombreux décisionnaires le permettent. Et voyez, on vous cite ici par exemple le Kaf HaChaim au chapitre 14, au nom de nombreux décisionnaires, mais également le Aruch HaShulchan, ainsi que le Yehavedat, c'est un des ouvrages de Halakha du Rav Ovadia Yosef, dans son deuxième tome. Il y a aussi le Od Letzion de Rabbi Ben Shana Abba Shaul, qui témoigne que telle est la coutume, mais il préconise malgré tout de se montrer rigoureux. Et enfin, le Shemesh Umagen, c'est notre référence absolue pour nous. C'est Rabbi Shalom Essas. Dans le deuxième tome du Shemesh Umagen, au chapitre 77, il soutient la coutume et il rappelle que chez les séfarades d'Afrique du Nord, que ce soit en Algérie ou au Maroc notamment, eh bien, tout le monde a toujours plié le talit pendant Shabbat et on n'a jamais trouvé à redire. D'accord ? De plus, même selon l'avis le plus rigoureux, il sera permis, de toute façon, de plier le talit sans suivre les plis du tissu, comme on l'a déjà dit précédemment. Il est de même recommandé d'agir de la sorte pour éviter de déposer un talit sans le plier, ce qui représente un manque de respect pour un objet de culte. Donc, vous voyez, finalement, donc ceux qui tout d'un coup se la jouent très pieux en disant « Non, je plie pas parce que c'est Shabbat », dit « Sois moins religieux et plie le talit. Range-le, plutôt que de laisser toute la synagogue remplie de talitot non pliés. » Enfin, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire sur le plan du rangement et de plier, qu'en est-il d'ordonner son lit pendant Shabbat? Ordonner son lit, pardon? Est-ce qu'on a le droit d'ordonner son lit pendant Shabbat? Alors, il est permis d'ordonner son lit pendant Shabbat. Il est permis d'ordonner son lit pendant Shabbat tant qu'on a l'intention de l'utiliser de nouveau au cours de ce même Shabbat. Mais s'il désire l'utiliser seulement pour après le Shabbat, alors cet acte est considéré comme une préparation pour les jours de la semaine. Il est donc défendu de préparer son lit dans ces conditions. Néanmoins, si le lit se trouve dans la salle à manger ou un autre endroit susceptible de susciter une certaine gêne et une situation déplaisante vis-à-vis des invités notamment, alors il sera permis de l'ordonner, car ceci ne sera pas considéré comme une préparation pour les jours de la semaine, mais pour l'honneur de Shabbat même. D'ailleurs, avec tout le respect que j'ai pour notre cher collègue, tout ce qu'il dit est vrai à 100%, mais on n'a même pas besoin de tous ces arguments. Vous avez des gens qui sont tout simplement ordonnés tout le temps, et qui sont propres tout le temps, et qui laissent jamais une maison avec un lit défait. Si c'est vrai en semaine, a fortiori pour Shabbat. Il y a des gens qui sont crades et qui font ça toute la semaine. Donc évidemment, ça ne fait pas de différence pour eux pour Shabbat. Alors que Dieu les bénisse. Mais il est clair que celui qui n'est pas crade, qui est ordonné et qui a l'habitude d'avoir une maison bien rangée, bien tenue, pourquoi il va tout d'un coup laisser Et d'autant que, effectivement, et là je rejoins ce que dit le Rav ici, ce que dit le Rav Loria, c'est que si en plus de ça, on est dans une maison où ça rentre, ça sort, et les invités vont passer dans la chambre à coucher et ils voient comme ça un lit défait, c'est pas très joli, c'est pas très beau. Surtout s'il y a des enfants bas âge qui ont la tendance évidemment d'ouvrir quand il ne faut pas. Donc il vaut mieux que ce soit quand même bien rangé. Et bien sûr, cette permission s'appliquera également si le lit désordonné dans la chambre à coucher est susceptible d'importuner la maîtresse de maison. Ah, on termine en beauté. C'est pour faire plaisir à madame. Donc si c'est pour faire plaisir à madame, c'est Kodesh Kadashim, il faut toujours faire plaisir. C'est un principe sacré devant l'Éternel, messieurs. Il faut toujours faire plaisir à madame. Je me souviens, j'avais un fidèle
qui avait vraiment le sens de l'humour. Dans quel sens? Il était toujours casse-pied à faire des remontrances, des remarques, et un vrai sale caractère. Bon, mais comme il avait par ailleurs aussi, malgré ce sale caractère, il avait aussi de l'humour, il avait aussi un côté sympathique. Alors on lui pardonnait. Et lui, sa blague préférée, c'est dire, moi, c'est toujours moi qui ai le dernier mot à la maison. Oui, chérie. Et il le disait tout fier de lui. Bon, alors, si effectivement, pour avoir la paix à la maison, il dit oui, chérie. Alors moi, un jour, je l'ai pris à part, j'ai pas fait ça devant tout le monde pour pas le vexer. Je dis, écoute, quand la cavote que tu dis oui à ton épouse et à ta chérie, mais si après tu te venges surtout des fidèles parce que tu as les bouts de lui dire oui tout le temps, et après tu nous casses les pieds à nous. Alors dis-lui moins souvent oui à elle et sois un peu plus oui et positif quand tu es avec les fidèles. Voilà, je referme la parenthèse, mais l'idée c'est qu'évidemment il faut être respectueux. Souvenez-vous ce que dit le Rambam qui rapporte la Gemara qu'un juif a l'obligation d'aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien. Mais il ne faut pas que cet amour et ce respect soient simplement une sorte de crainte déguisée, parce que sinon, elle va se transformer en terroriste qui va lui pourrir la vie. Ça ne s'appelle pas de l'amour, ça. Encore moins du respect. Il faut qu'il y ait vraiment de l'amour, qu'il y ait vraiment du respect. Et chacun doit faire plaisir, évidemment, à l'autre. Chacun doit tenir compte de la réalité de l'autre. D'accord? Je peux vous demander quelque chose? Pardon, oui. Je sais pas si, par exemple, il faut dire oui à sa femme, d'accord? Mais si ça te contrarie toi comme personne, donc J'ai pas dit qu'il faut dire oui avec sa femme, j'ai dit qu'il fallait faire plaisir à sa femme. oui, mais si Il faut même pour lui, même quand on lui dit non, il faut lui faire plaisir. même Oui. si pour vous, ça Oui, il faut dire non, ma chérie. c'est juste pas oui. Non, ma chérie, c'est pas que oui. C'est vous qui avez traduit en oui. J'ai pas dit qu'il faut dire oui toujours. Il faut dire non, ma chérie, mais il faut le lui dire gentiment. Il faut pas lui dire avec dureté, avec méchanceté. Non, ma chérie, non, mon amour, mais il faut lui dire avec le sourire. Pour pas qu'elle prenne le non comme étant un non méchant ou agressif. Mais on a le droit aussi de ne pas être d'accord. Mais il faut savoir le faire, savoir le dire, et surtout pas le faire de manière hypocrite. D'accord? Et puis, mais l'idéal, c'est effectivement de créer les conditions pour qu'en fait, le plus possible, on soit toujours d'accord. Un homme et sa femme, évidemment. Mais c'est pas toujours possible. On peut pas... même si l'amour d'un homme et d'une femme est fusionnel, ça reste deux êtres humains différents quand même. Donc forcément, il faut qu'ils négocient, il faut qu'ils discutent. Qu'ils négocient, qu'ils discutent, et ça doit se terminer gentiment. Le mariage, c'est pas du terrorisme. D'aucun des deux. Aujourd'hui, on fait beaucoup de publicité sur les violences conjugales. Vous avez remarqué, quand on parle de violence conjugale, de qui on parle? Des mecs qui bastonnent et qui castagnent. Jamais on parle des femmes qui frappent les hommes. Et il y en a, bien sûr qu'il y en a. On ne parle jamais non plus des femmes qui sont des dictateurs à la maison. Ça existe. N'est-ce pas? Parité oblige. À force de parler toujours de parité, on a des femmes, c'est elles qui portent le pantalon, comme on dit vulgairement, et le gars, il tremble. Ça existe. Et donc, en vérité, un homme doit être un homme, une femme doit être une femme, et les deux doivent être respectueux et respectés pour ce que chacun est. Et si on n'a pas ce préjugé, enfin, pas ce préjugé, mais ce préalable essentiel, évident, alors évidemment, on risque d'avoir des lendemains qui déchantent. D'accord? Écoutez, mes amis, vu qu'on vient de terminer un chapitre, je pense qu'on ne va pas commencer un nouveau. On commencera un nouveau chapitre la prochaine fois sur l'interdiction de dresser une tente, et on verra un certain nombre de ce qu'on appelle de toladot, c'est-à-dire d'interdictions qui sont subsidiaires ou qui sont dérivées de l'interdiction consistant à dresser une tente pendant Shabbat. Vous verrez que c'est très intéressant. Et comme je vous l'ai dit pour les autres melachot, il conviendra à chaque fois de comprendre quelle est la source de l'interdiction, l'origine, son explication, ses modalités d'application, mais aussi tous les dérivés qui concourent à comprendre
cette interdiction dans ces différentes applications. D'accord? Y a-t-il d'autres ou dernières questions sur ce qui a été fait? Très bien, alors on va légèrement écourter. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un Shabbat Shalom ou Mevorach. Je vous rappelle, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même a posteriori, vous pouvez nous les envoyer. On tâchera d'y répondre par audio ou alors sur YouTube. Kol Touf, Shabbat Shalom.